Il a dirigé la sûreté de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Il publie Les Irresponsables chez Plomb et il estime qu'il faut réévaluer la réponse à opposer à la montée de l'islamisme. Bonjour Éric Delbecq. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct sur Radio Classique. Pour parler à nos auditeurs, j'ai omis de rappeler que vous avez été également conseiller défense du ministre de l'Intérieur de 2009 à 2012. C'était un mercredi, il y a 10 ans, la tuerie de Charlie Hebdo. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce carnage ? L'éviter, je ne sais pas, et puis je suis pas tellement partisan des reconstructions a posteriori, parce qu'il y a tellement de paramètres. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'on a sous-estimé longtemps le danger auquel on avait affaire, et qu'on voit toujours assez tardivement ces évolutions. Alors on est toujours un petit peu en retard d'une guerre, mais c'est assez fréquent dans notre pays d'être en retard d'une guerre. Donc le livre que vous avez publié, ça n'est pas de pointer des irresponsables qui auraient laissé faire, ignoré avant ces attentats les risques en vérité. Tout à fait, et c'est après. Et d'une certaine manière, c'est encore plus grave, parce qu'on peut pas dire on n'a pas vu le bilan, le résultat, l'action de ceux qu'on est censé combattre. Donc c'est encore plus grave d'être irresponsable après et de pas prendre toutes les mesures, et y compris de faire une petite réforme intellectuelle. Alors pour le coup, là, il aurait été question de faire un vrai réarmement moral pour pouvoir combattre l'adversaire qui se présente à nous et qui est un tout petit peu différent de ce qu'on en dit. On va en parler du réarmement moral et de ce qu'il aurait fallu faire ou de ce qu'il faut faire depuis ces attentats, Charlie Hebdo, l'hypercacher. Mais avant cela, quand même, vous avez eu un drôle de métier à partir de 2015, protéger ou assurer la sécurité ou la sûreté. La sécurité et la sûreté, ça n'est pas les mêmes choses. De cette rédaction de Charlie Hebdo traumatisée, qu'est-ce qui change dans la vie d'un dessinateur, d'un journaliste de Charlie Hebdo quand il fait l'objet d'une protection ? Mais à peu près tout. Alors déjà, cette aventure, puisque c'en est une, même si elle repose bien sûr sur un événement tragique, c'était une action de pilotage et puis aussi d'interfaçage entre des forces de sécurité publique, en l'occurrence le SDLP, le service de protection des personnalités qui sont des policiers, bien sûr, qui protègent les personnes les plus menacées de Charlie, et puis tout un dispositif privé. Et alors qu'est-ce qui change pour eux ? À peu près tout, parce que tout ce que normalement peut faire un journaliste de façon décontractée, ils peuvent plus le faire. Ils peuvent plus aller dans un café, interviewer quelqu'un ou parler avec lui. Ils peuvent plus aller en reportage n'importe où. Alors bien sûr, sur la planète, ça va de soi, mais même en France. Toute activité mérite un dispositif de sûreté absolument dérogatoire. Ils peuvent pas manger dans n'importe quel restaurant. Ils peuvent pas faire une dédicace ou une conférence sans qu'il y ait des hommes du SDLP, des agents de sécurité privée éventuellement armés qui sont à proximité, et quand ils signent un livre, bien souvent ils le font avec des gens du SDLP, des officiers de sécurité du SDLP qui ont des armes longues. Ça veut dire qu'ils peuvent pas partir en vacances en famille ? Ça veut dire en tout cas que s'ils veulent le faire, il y a des conditions de sécurité indispensables. Éric Delbecq est l'invité de la matinale, il publie Les Irresponsables chez Plomb. Bruno Retailleau a déclaré lundi dans Le Parisien, premier jour de cette semaine commémorative des attentats du 15 janvier, de janvier 2015, la menace terroriste n'a jamais été aussi présente. Est-ce votre avis ? Était-ce le moment de le faire ? Oui, elle est toujours aussi présente. En fait, ce qu'il faut dire très simplement, c'est assez aisé à retenir, c'est qu'elle n'a jamais baissé depuis 10 ans. Et quand on dit 10 ans, bien évidemment, c'est parce qu'on a une date vraiment charnière qui est Charlie, mais rappelons-nous que tout ça a commencé en 2012 avec Mohamed Merah. Donc ça n'a jamais baissé, et ces dernières années, à peu près tous les mois et demi, les services de renseignement, donc sous pilotage de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, arrêtent des gens qui préparent un attentat. Donc tous les mois et demi, si on simplifie, ils déjouent un attentat. Donc c'est quand même assez intéressant de donner ces éléments pour comprendre quel est le niveau de menace. Donc effectivement, étant donné qu'ils font bien leur travail, la population peut avoir tendance un petit peu à oublier que ce risque existe. Et en plus, ce risque, non seulement il repose sur la crainte de violences armées,
Mais aujourd'hui, il doit être vraiment envisagé sous un angle global. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une Kalachnikov pour être un djihadiste. Un séparatiste, c'est un djihadiste. Quelqu'un qui utilise TikTok pour propager des messages de haine, c'est un djihadiste. C'est la thèse que vous développez dans le livre. Il y a un véritable continuum entre des idées rétrogrades, le totalitarisme que contient en germe l'idéologie des frères musulmans, jusqu'au fait d'aller prendre une Kalachnikov et de tirer sur des gens. Ce qui rend votre livre encore plus intéressant, parce que vous dites, vous, l'homme de sécurité, il s'agit pas de mettre 15 bons hommes derrière un suspect ou un fichier S, il faut travailler la société en profondeur. On va y revenir. Avant ça, ces attentats ont donné lieu à une manifestation géante le 11 janvier 2015. Il y avait presque 1 million de personnes dans Paris. On a parlé à l'époque d'esprit Charlie. Pouvez-vous définir ce qu'est l'esprit Charlie ? C'est tout à fait simple. C'est le respect de principes fondamentaux, normalement, qui animent nos sociétés, c'est-à-dire la liberté. Donc, être Charlie, l'esprit Charlie, c'est pas forcément adorer la tonalité du journal ou aimer les dessins. C'est estimer que la liberté d'expression, de conscience, est un droit fondamental qu'on peut dessiner, caricaturer, se moquer, y compris de la religion, puisqu'effectivement, elle peut être un carcan, et que aucun journaliste, aucun intellectuel, aucune personne qui s'exprime ne devrait risquer la mort pour cela, même si on n'apprécie pas ce qu'elle dit. Donc c'est très très simple, l'esprit Charlie. Les gens qui disent « je ne suis pas Charlie », ça veut dire en fait qu'ils ne sont pas républicains. Est-ce que on a le droit de ne pas être Charlie ou de ne pas aimer Charlie tout en étant républicain ? C'est possible, ça ? Je vois pas bien comment. On a le droit de ne pas aimer Charlie, d'être républicain, mais ne pas être Charlie au sens du slogan, c'est quand même compliqué. C'est cette distinction qui est un petit peu subtile, mais moi je m'en tiens vraiment à l'esprit du slogan qui est né en janvier 2015. Être Charlie, c'est dire on ne doit pas tuer des gens qui font des dessins ou qui expriment des idées. Ne pas aimer le journal Charlie Hebdo parce que c'est pas sa sensibilité, c'est autre chose. Donc tous ceux qui encore une fois essaient de jouer de petites je sais pas comment on pourrait dire, astuces intellectuelles pour nous expliquer qu'on peut être républicain et ne pas être Charlie. Et ils savent très bien ce qu'ils disent, parce que ceux généralement qui disent ça sont en même temps ceux qui se situent dans un courant, même si le terme n'est pas forcément le meilleur, mais tout le monde voit bien ce que ça veut dire, qui se situe dans un courant un petit peu islamo-gauchiste. Donc il faut pas être dupe quand même des petites roueries intellectuelles dont on comprend bien sur quoi elles reposent. On va prendre un exemple. Hier soir, exemple décalé, mais exemple quand même. Hier soir, un certain nombre de militants de l'ultra-gauche ont sablé le champagne à Paris pour célébrer la mort de Jean-Marine Le Pen. Bon. Ils sont toujours moins nombreux à se désoler des attentats qui visent soit des journalistes, soit des communautés diverses et variées. Ben oui, c'est tout à fait désolant. Et puis généralement, les gens comme ça qui sont va-t-en-guerre, qui se réjouissent de la mort des autres, qui jouent les antifas, sont généralement ceux qui savent à peu près pas ce qu'est le fascisme et qui ne se sont jamais battus contre lui. Donc quand on a une petite expérience de ce que c'est que l'ultra-droite et qu'on a eu à s'opposer à eux, qu'on a eu à combattre leurs idées, qu'on a eu à se poser des questions sur leur type d'action, ce qui est mon cas et celui de bien d'autres, on n'éprouve pas le besoin d'aller se réjouir de la mort d'un homme ou d'une femme, quel qu'il soit. Mais enfin, c'est quand même une spécialité d'une certaine gauche française, celle, comme dirait Manuel Valls, qui est irréconciliable avec l'autre, de ne pas voir le fascisme là où il est, sans doute parce qu'elle a un petit fond de fascination pour ce fascisme et qu'elle en est l'image inversée ou jumelle, comme on voudra. Éric Delbecq, donc j'imagine que vous placez ces militants que vous estimez inconscients parmi les irresponsables. Qui sont les irresponsables ? Faisons une liste, sans tomber dans les travers de ceux que vous dénoncez, qui eux font vraiment des listes sur Internet. Tout à fait. Il y a du personnel politique, bien évidemment, ça va de soi. Bon, autant dire, pour se dire les choses tout de suite, que LFI aujourd'hui en fait partie. Il y a bien évidemment des hauts fonctionnaires
Il y en a quelques-uns notamment qui de temps en temps font des rapports pour nous expliquer que la société républicaine n'a rien compris à la diversité. Il y a des chefs d'entreprise, surtout des très grandes organisations, qui prennent pas toutes les mesures de sûreté ou de préservation contre les radicalités idéologiques violentes et qui pensent que un islamisme un peu agressif dans l'entreprise c'est possible. Et puis bien évidemment il y a un certain nombre d'intellectuels, de journalistes, de médias. Moi je suis au bord de vomir quand je lis un article de Télérama qui explique que Boualem Sansal et Kamel Daoud sont des grandes figures révérées de l'extrême droite. Je suis au bord de vomir quand je lis qu'un apprenti, un soi-disant doctorant, traite Samuel Paty d'islamophobe. C'est proprement irresponsable, c'est faux, c'est idiot, c'est malveillant. Donc, vous voyez, on en a quand même un paquet. Éric Delbecq, comment expliquez-vous cet affaissement en fait de la capacité de résistance, de la capacité de défense des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité de la part de ceux que vous nommez les irresponsables? Que se passe-t-il? Il y a une séduction du djihadisme, il y a la peur de passer pour un raciste, il y a une véritable idéologie qui anime ces gens-là. Quelle est l'explication selon vous? Mais il y en a beaucoup. Déjà, partons d'un point positif, de temps en temps ça fait quand même du bien. Globalement, la population française, elle voit assez clair à ce qu'il se passe. C'est-à-dire que les irresponsables, c'est pas l'essentiel de la nation. Les irresponsables, ils sont quand même plutôt situés du côté de ceux qu'on appelle nos élites. Il faudrait revoir ce terme parce que souvent ils ne le méritent pas. Et d'un certain nombre d'activistes, mais qui sont des partisans d'un projet totalitaire. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème à parler d'islamisme, qu'on n'est pas pour autant islamophobe, que nombreux sont les musulmans à subir cette idéologie totalitaire. Et quand on comprend bien que l'islamisme et donc son déploiement opérationnel qui s'appelle le djihadisme est en fait une résurgence du fascisme du XXe siècle, on a à peu près tout compris. Donc j'aime bien les parallèles historiques parce que tout de suite on voit à quoi on a affaire. C'est à peu près le même type de réaction que celui qu'on a connu en 1939-1940. C'est-à-dire qu'il y a un danger qui se présente et au lieu d'en prendre la mesure, eh bien on le sous-estime. Plus effectivement, vous avez raison, une espèce de politiquement correct aujourd'hui, on dirait wokisant, de peur de soi-même, de peur de ses idées, qui fait qu'il faut absolument pas dire les choses. Et d'ailleurs, quand on parle de terrorisme, sans parler de terrorisme islamiste ou de djihadisme, ça traduit bien ça. Le terrorisme, c'est une technique pour insécuriser les populations. Éric Delbecq, un dernier mot. C'est pas le moindre. Vous parlez d'une société désarmée face au djihadisme et face à ses tendances, face à cette irresponsabilité morale et puis peut-être l'irresponsabilité du cœur ou du courage. Comment réarmer la nation, les cœurs, la citoyenneté face à cela? Eh bien, par des actions résolues, à mon avis, beaucoup de la société civile, ou des intellectuels, ou des journalistes, ou de quelques politiques, mais ça viendra pas du cœur de l'État. Merci Éric Delbecq. Je rappelle le titre de votre livre, Les Irresponsables, c'est paru chez Plomb. À bientôt sur notre antenne de Radio Classique. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui. Routel Krief et Marc Lambron, Radio Classique.